Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux coulisses de l'économie du sport. Alors que le sport est parfois encore vu comme un sport spectacle, que l'on parle beaucoup des droits de diffusion télé, le sport est-il un simple divertissement? Pour en parler avec nous, trois invités. Aymeric Magne, bonjour, vous êtes PDG de l'Estac 3, bonjour. Club de foot pour ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas. Bonjour. Pierre-Louis de Guibon, vous êtes PDG de Orange Evans. Et Alain Guibaudot, bonjour, vous êtes président de Sport Carrière. Bonjour. Alors, le sport est-il encore un divertissement? Y a-t-il un rapprochement entre l'industrie du sport et celui du divertissement? Aymeric Magne, vous êtes passé notamment par Disney, mais c'est vrai que vous avez une grosse expérience dans le football. C'est un sujet que vous avez déjà adressé. Aujourd'hui, le sport, le match, est-il à la fois le cœur de l'expérience qu'on peut vivre, mais aussi un prétexte pour faire autre chose? Alors, c'est le cœur de l'expérience, oui. Mais aujourd'hui, il faut savoir que 90 minutes assis sur un siège, c'est pas forcément quelque chose de très simple à vendre, surtout quand il fait moins 10 degrés. Donc l'idée, en fait, c'est de hybrider les expériences et d'avoir l'excuse d'un match de foot pour essayer d'y faire autre chose et pour qu'on attire différents publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se dire « je vais à un match de foot tout simplement », c'est pas intéressant. Se dire « je vais vivre une expérience globale », c'est ça qui nous intéresse. Et dans l'expérience globale, qu'est-ce qu'on y met? On y met potentiellement d'autres choses, de la musique, de la culture ou autre. Au sein de l'Estac, on a déjà en fait anticipé tout ça, c'est-à-dire que sur tous nos matchs, on les thématise, et ça peut être n'importe quelle thématique, ça peut être Halloween, ça peut être le carnaval de Rio, ou ça peut être d'autres choses. Et il y a des événements phares qu'on fait, et par exemple cette année, on a fait venir Martin Solveig, où il a créé en fait l'ambiance musicale du club, l'hymne d'entrée des joueurs, et il est venu le lancer en live. Voilà, et c'est le type de choses qui fonctionnent pour attirer de nouveaux publics et pour que le public qui vient habituellement au stade aussi vive une expérience plus riche. Finalement, l'expérience fan se vit comme une expérience client, donc c'est finalement ce qu'on fait dans l'industrie globale au général, quelle qu'elle soit. Alain Guibaudot, c'est quelque chose aussi qui est important de finalement faire vivre une expérience, mais dès que l'on part de chez soi, presque, pour en arriver finalement au stade. Oui. Alors moi, j'ai vécu il y a quelques semaines un événement qui était assez extraordinaire à titre personnel et à titre professionnel, c'est le Hellfest. Et souvent, on regarde ce que fait l'univers de la musique et des concerts, l'univers du sport. Et là, c'est un exemple qui est assez formidable parce que le parcours client, vous le vivez à partir du moment où vous partez du village, que vous traversez les rues, vous êtes dans une ambiance qui est assez extraordinaire, et arrivé justement sur le lieu de l'événement, il y a beaucoup de choses qui sont assez inspirantes au niveau de la musique, des concerts et des festivals pour l'univers du sport. Et d'ailleurs, ce sont des univers qui se rejoignent d'une part par la partie métier, parce que c'est des métiers qui sont sensiblement identiques, et sur l'aspect divertissement, et c'est là où je rejoins Aymeric, le sport est au centre justement de ces événements-là, mais derrière il y a tout un univers pour offrir une expérience client qui soit différenciante, et autrement, il y a un président de club qui avait bien compris ça en son temps, c'était Max Guazzini. Il était précurseur en l'occurrence. C'était le précurseur à mon sens. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui lui ont emboîté le pas. Tout le monde dit, ouais, il a fait du Max Guazzini, mais non, il était dans le vrai. Aujourd'hui, vous allez voir un spectacle sportif, vous pouvez y aller en famille, mais pour voir autre chose que le sport, et créer une expérience qui est unique avant, pendant et après le sport. Donc, créer des événements à la mi-temps, vous pouvez faire une expérience de e-sport, une finale, ou avant la rencontre, créer de l'événement, et ça je l'ai vécu à l'Estac lors d'un match, c'était l'OM, c'est plutôt brésilien, et c'était plutôt assez agréable, parce que déjà vous arrivez dans votre parcours client, vous le vivez dès l'entrée du stade, et puis après, là je pense qu'on peut imaginer d'autres événements et d'autres spectacles. On va peut-être revenir sur ce point-là. Il y a des choses que vous avez dites, il y a notamment justement de cibler. Aujourd'hui, on en revient peut-être au foot. C'est vrai que c'est perçu comme un monde plutôt masculin. C'est plutôt le papa qui va voir le match de foot. S'il veut amener maman et fiston, ça vous y réfléchissez aussi, et de quelle façon? Alors en fait, notre cible, ce sont les mamans et les enfants justement. Nous, on a inversé les choses. On estime que le papa ou les fans de foot, ils vont venir pour le foot parce que potentiellement ça leur suffit.
Aujourd'hui, avoir des enfants qui ont 6-8 ans, qui viennent au stade et qui restent encore une fois 90 minutes assis, c'est difficile. Donc nous, l'expérience client, elle est de créer une fan zone, de créer des kids space pour que les enfants s'amusent, parce qu'à partir du moment où les enfants s'amusent, les parents sont contents. Et pour les femmes aussi, on a pas mal d'actions qu'on met en place pour les faire venir au stade, mais pour aussi qu'elles s'y sentent bien. Donc nous, on a la chance d'être la capitale historique de la Champagne, donc le Champagne peut aider. On a eu aussi une journée de la femme où on a fait venir, en fait, on a fait un carré qu'avec des femmes. On a fait plein d'animations pour les femmes. En fait, on essaie de démocratiser en fait, la venue au stade en se disant mais quand je viens au stade, en fait, je viens pas voir du foot. Je vis quelque chose de différent. Dans les hospitalités, c'est assez facile parce que dans les hospitalités, il y a tous les services. Mais demain, ce que fait Strasbourg par exemple avec un COP féminin, bah voilà, en fait, je trouve que c'est des initiatives qui sont super et qui vont créer cette culture d'aller au stade. Et on ne crée pas la culture d'aller voir un match de foot, on crée la culture d'aller en famille, par exemple le dimanche après-midi, pour aller au stade. Après, on y reviendra tout à l'heure. Je pense que pour moi, le parcours client, il ne se limite pas au stade. En fait, c'est comment on travaille la destination Exactement. au global. Malgré tout, pour vivre toutes ces expériences, il faut du service sur les infrastructures. Ça, c'est plutôt le rôle d'Orange Events. Oui, alors justement, le rôle d'un opérateur comme Orange, il est clé là-dedans, parce que s'il n'y a pas d'événements connectés, en fait, il n'y a pas vraiment d'événements du tout. En fait, on adresse la connectivité pour les professionnels du tournoi qui organisent, par exemple, tous les journalistes, les spectateurs qui sont sur site, ou les spectateurs qui sont justement chez eux. En fait, ça ne se sait pas forcément, mais on transporte les images de télé. Les 380 matchs de Ligue 1, c'est nous qui les transportons. Les grands événements, il y a le Tour de France aussi, par exemple, tout ça, ça permet aux spectateurs de suivre à distance. Et voilà, après vous commencez maintenant sur un stade, vous arrivez avec votre téléphone, votre billet en fait complètement électronique. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience, voilà. Vous arrivez avant le match, le plus longtemps avant le match, vous prenez des photos, vous les envoyez à votre famille qui ne peut pas être là, etc. Vous téléphonez à quelqu'un, voilà. Vous éventuellement visionnez du contenu avant le match. Voilà, il y a énormément de choses qu'on fait, donc voilà, on adresse toute la famille finalement du système qui permet de vivre et de complémenter cette expérience. Comment est-ce que finalement vous représentez chacun un secteur particulier mais qui est obligé de travailler ensemble? Et comment vous travaillez ensemble justement? À la fois techniquement ce que vous apportez comme infrastructure effectivement de digitalisation, de connexion, et puis les besoins, les idées que vous pouvez avoir. Il faut les mettre en pratique, il faut les mettre en musique. Ouais, alors je pense que là, les trois personnes qui sont autour de la table, nous on va dire qu'on est l'IP, c'est-à-dire qu'on est la marque. Derrière, il faut le hardware et il faut le software. Donc on a le hardware, le software, c'est Alain qui nous l'apporte avec tous les talents qu'il peut aller chercher, puisque voilà, en fait, on a besoin de tout le monde parce si on n'a pas d'infrastructure, ça peut pas marcher. Et l'expérience, comme vous le dites, aujourd'hui, elle est hybridée, c'est-à-dire que quand on va au stade, la plupart des gens, en fait, ils prennent en vidéo le penalty, ils prennent en vidéo le but, ils prennent des selfies avec leur famille. Et le jeu des réseaux sociaux aussi. Exactement. Et en fait, ça, c'est extrêmement important parce que ça met en avant la marque. Derrière, si on a un club, mais qu'on n'est pas bien structuré, qu'on n'a pas les bonnes personnes pour, on va dire, délivrer le service au niveau opérationnel, c'est une chose, mais penser la stratégie, activer, innover et toujours anticiper et voir le long terme. Et ça, c'est vraiment les talents et les personnes qui font que les grands événements sportifs, les clubs, ils se développent de manière pertinente et ils anticipent l'avenir. Et c'est important pour le sport français puisqu'il va y avoir la Coupe du Monde de rugby, il va y avoir les Jeux Olympiques, mais il y a un après. Et l'après, il est dans les clubs, il est dans l'événementiel, comment on va transformer dans le live event. Et là-dessus, je pense que voilà, les personnes qui vont être en poste et qui vont être formées, elles sont essentielles. Finalement, ce que vous venez de dire me fait penser à une question, c'est que finalement, on vient parfois aussi au sport par un grand événement. On ne s'intéresse pas forcément à une discipline sportive, mais les JO font qu'on va s'y intéresser. C'est aussi vous essayez de capitaliser dessus après? Pour les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques par exemple, oui. Là, je pense que c'est plus une question pour Alain, mais en tout cas, il va y avoir des expertises qui vont être créées et nous, on va pouvoir les récupérer. Mais moi oui, effectivement, hein, depuis des années, ça fait une vingtaine d'années, ça a commencé avec les JO d'Albertville, même plus de 20 ans, 25 ans. La France a une politique volontariste dédiée aux grands événements. Et avec ces grands événements, on forme des talents, et ces talents acquièrent une expertise. Et cette expertise, aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs grands événements dans le viseur. Hein. On a la Coupe du Monde de rugby 2023, on a les mondiaux de ski 2023, on a les JO en 2024, et on a la Coupe du Monde de rugby 2025 de rugby à 13.
Et depuis plus de 25 ans, la France a de formidables talents et des talents qui se forment. Il y a une multitude d'écoles qui sont formées et il y en a 2 qui ont... Allez, il y en a 4 qui ont une vraie expertise très solide. Et nous, les petits Français, on a un vrai talent, un talent qui va s'exporter. Il y a eu une ère en 2004, après les JO d'Athènes, des Grecs, vous en voyez partout. Ils sont installés dans tous les grands événements, des grands experts avec vraiment des spécificités assez uniques. Là, en ce moment, il y a les Brésiliens. Moi, j'aimerais qu'après 2024, il y ait les Français qui soient partout. Et je pense que le GIE France Sport Expertise participe à ce sujet-là, de promouvoir justement cette expertise française qui est assez unique et qui s'est déjà installée depuis des années grâce à ESSO, avec le Tour de France, le Dakar, leurs 70 événements qui sont planétaires, et on a acquis vraiment une solide expertise dans plein de sujets. Donc on a des talents, et on a des talents aussi dans l'univers de l'entertainment, même si le sport, je le mets dans l'entertainment. Et nous, c'est pour ça qu'on va revenir sur cette vision-là. Je voudrais juste avoir l'avis de... Oui, alors tout à fait. Tout à fait. Effectivement, nous, en fait, on participe depuis. Alors, c'était France Télécom à l'époque, à Albertville en 92. Puis après, on a été associé à la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de foot. Et puis plus récemment, l'Euro 2016, on était sponsor de rang, un prestataire technique. La Coupe du Monde féminine de foot en 2019. On fait le Tour de France. Effectivement, on est sponsor de rang 1 de France 2023, de Paris 2024, et on est déjà en fait en relation avec France 2025 pour la Coupe du Monde de rugby à 13. Donc c'est extrêmement important pour nous. Et par rapport à ce que disait Alain ou Aymeric, effectivement, nous on contribue à créer cette véritable savoir-faire français qui concerne finalement toute une industrie avec toutes ses composantes, des clubs, d'un opérateur, on va dire d'autres prestataires techniques aussi. C'est super important. Donc on construit une sorte d'héritage. C'est pas juste un coup comme ça. Je pense que la France, par rapport à plein d'autres pays, c'est aussi pour ça qu'on est choisi, a su construire dans le temps, depuis peut-être 30 ou 40 ans, ce savoir-faire et le continuer. Et j'espère justement le faire perdurer. Parce que après, c'est des emplois, c'est de l'industrie, c'est des services, c'est énormément de choses. C'est aussi un terrain d'innovation, hein. On en parlera sûrement tout à l'heure, toutes les innovations. Voilà, donc ça promeut aussi, ça accélère l'innovation. Donc c'est un terrain très, très global et c'est extrêmement important, je pense, pour notre pays. Finalement, la question qu'on se pose ce matin, le sport comme un simple divertissement, est-ce que c'est pas presque un pléonasme? Vous dites, je mets le sport dans l'entertainment. Finalement, est-ce que c'est presque mal comme ça depuis l'origine et on met un mot aujourd'hui dessus, mais finalement, est-ce que ça n'a pas toujours été ça? C'est toujours, pour moi, c'est le cas hein, aujourd'hui de dire il y a le sport et l'entertainment. Parce qu'à un moment, on a parlé de sportainment, mais pour moi, le sport est une composante de l'entertainment. Et nous, dès le départ, notre signature, c'est sport et entertainment pour que ce soit plus lisible, notre cabinet de recrutement. Mais on a 2 verticales. On a une verticale entertainment, musique, spectacle vivant, etc. où on recrute pour des infrastructures du type Bercy, Paris Défense Arena, Zénith, Bataclan et des grands événements type concerts et festivals. Et on a notre verticale sport. Parce que les métiers sont exactement les mêmes. Vous avez des gens qui travaillent dans la production événementielle, production audiovisuelle, tous les métiers de back-office, business, commercial, billetterie, etc. C'est exactement les mêmes métiers, mais autour d'un sujet commun, la passion. Et je pense qu'il faut déjà reprendre la traduction. Hein. Entertainment, ça veut dire divertissement. Donc divertissement, le sport en est un. La seule différence qu'il y a entre le sport et l'entertainment dans la vision actuelle, ce qui n'est pas le cas parce que moi je suis d'accord avec toi que ça fait partie de la même chose, c'est que le sport, il y a une incertitude. On y va, parfois il y a des rivalités, alors que... Ça crée justement la passion et l'appétence. Exactement, c'est ce qui crée en fait cette incertitude du sport, c'est ce qui crée cette passion. Mais quand on va voir un concert de Madonna ou de U2, en fait, on a aussi énormément d'émotions, mais il y a moins d'incertitude. Donc c'est quelque chose de différent, mais les métiers sont les mêmes. On vend du rêve, on vend de l'émotion, et ce sont différentes émotions. Mais honnêtement, dans un match de foot ou dans un match de basket, on fait ça. Quand on va voir YouTube, peut-être qu'on plane pendant 2 heures. Mais on vend du divertissement. Donc ce sont les mêmes métiers, on utilise les mêmes salles, enfin je veux dire soit des stades ou des arénas, on utilise les mêmes services et on a tous la même réaction. Enfin je veux dire quand on va voir un artiste, on prend une photo, quand on va voir un match de foot, on prend une photo, on met ça sur les réseaux sociaux. Maintenant on a besoin d'avoir ces outils que Orange nous apporte.
Enfin, pas encore à l'Estac d'ailleurs, qu'on en discute. Il y a un message. Je voulais parler aussi, parce qu'il y a des sports qui sont peut-être plus compliqués, mais qui sont aussi générateurs de passion, qui sont, par exemple, j'ai cité le vélo, le Tour de France, mais les grandes courses de bateaux. Hein. Si vous pensez au Vendée Globe, par exemple, ça dure finalement 3 mois. Et il y a aussi de l'incertitude. Alors, il y a encore plus d'incertitude, parce que là, il y a toujours l'incertitude due à la météo pour un match de foot. Mais là, la météo, on l'a vu récemment, a un impact encore plus fort. Et là, il faut soutenir, on va dire, la passion des gens qui suivent ça pendant plusieurs semaines, voire en l'occurrence pour le Vendée Globe, ça dure 3 mois, quoi. En suivant les bateaux, en communiquant avec eux, en se connectant par satellite, etc. Avec le village départ, le village arrivée. L'expérience, elle est sur un plus long terme. Elle est sur un plus long terme. Elle est peut-être plus compliquée à rendre, mais elle est pas moindre. Hein. Après, il y a toujours des incidents. Au dernier Vendée Globe avec Kevin Escoffier, vous avez suivi ça. Enfin, ça crée énormément d'émotions. Enfin, je pense que la France, c'est en plus un peu post-Covid, à un moment où il y avait une fenêtre de communication. La France a énormément suivi ça. Ça crée une émotion intense, quoi. Il y a d'autres courses aussi de bateaux. Voilà, il y a plein de sports en France. Et là aussi, c'est un savoir-faire français. C'est-à-dire les grandes courses autour du large. Finalement, la France a créé. On a d'ailleurs les meilleurs marins au monde là-dessus. On a créé aussi cette filière événementielle sportive qui participe à ce qu'on disait juste avant avec Alain Aymeric. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, Aymeric, tout à l'heure. C'est créer aussi et faire en sorte que ce soit une destination. Ça participe à faire venir, effectivement, parce que vous parliez justement du champagne, des magasins d'usines sur le textile. Donc finalement, c'est une stratégie qui va au-delà du sport. C'est qui se réfléchit même à un autre niveau. Moi, je pense qu'un club de foot ou un club de sport professionnel, c'est un outil de marketing territorial exceptionnel. Et aujourd'hui, si vous entendez parler d'Auxerre, de la ville d'Auxerre, c'est parce qu'il y a eu la JOCR, il y a eu Giroud. Et du coup, par exemple, Troyes, on est dans l'équipe tous les jours, on passe une fois par semaine à la télé pendant 2 heures. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de promotion du territoire. Maintenant, l'expérience, on en a parlé, il y a l'expérience qu'on appelle on-site, dont on a parlé dans le stade, qui est une chose. Il y a l'expérience off-site qui est très importante et il y a l'expérience digitale. Donc l'expérience digitale, on en a parlé, on parlera peut-être tout à l'heure de la métaverse. Mais en fait, aujourd'hui, si on veut aller chercher des nouveaux publics, le match de foot, ça doit être une partie de l'expérience concrète. Et la vision qu'on a au sein de l'Estac, c'est de se dire, nous, on est situé à 1 heure et quart de Paris, et c'est de se dire comment on peut aller chercher dans une zone de chalandise à 1 heure de Troyes des nouveaux publics qui viendraient voir l'Estac. On est aussi lucide sur ce qu'est l'Estac. L'Estac, c'est un club qui a souvent fait Ligue 2, Ligue 1 et qui est plus un club de Ligue 2, qui est peut-être le plus grand des petits clubs, mais qui reste un petit club. Le plus petit des grands clubs. Voilà, pardon. Ouais, on peut aller dans les deux sens. Bon, en tout cas, et on s'est dit, en fait, essayons d'aller chercher un nouveau public, essayons de voir la tendance générique qu'il y a, c'est-à-dire que la staycation, se dire on veut maintenant sortir un petit peu de Paris sur 2-3 jours, alors pourquoi ne pas créer quelque chose qui est en lien avec le territoire? Et comment on fait? On prend nos atouts. Nos atouts à Troyes, c'est on est anciennement la capitale de la mode, reconnue pour textile et les magasins d'usine. On est la capitale historique du Champagne, puisque 80% des raisins de Champagne proviennent de Troyes et non de Reims. On a un centre-ville sublime à Troyes et aussi autour de la région. Donc en fait, on se dit, pourquoi ne pas créer une offre du vendredi au dimanche? Je reprends vos mots pour papa, maman et les enfants. En par exemple, venant le vendredi soir, allons dîner, prendre une andouillette de Troyes, un bon verre de champagne. Le lendemain, en partant à Nigloland, qui est le 5e parc d'attractions français, pour que les enfants soient contents, aller dans une maison de champagne le soir pour déguster du très bon champagne avec maman et papa. Le lendemain matin, aller au magasin d'usine à MacArthur-Glen, passer la matinée, et ensuite venir à partir de 13h30 sur notre on-site qui est prévu pour papa, pour maman et pour les enfants, avec notre fan zone, avec notre kid zone, avec des services pour madame, et repartir chez soi. Et on a vécu une expérience. Le match de football est une excuse pour venir, et on va essayer de targeter les gens qui veulent faire du staycation, mais potentiellement aussi qui sont intéressés par l'affiche. Par exemple, si on a un Troyes-Lyon, il y a beaucoup de Lyonnais, en tout cas de supporters lyonnais dans le sud de la région parisienne, qui peuvent venir. Ils ont une excuse pour venir, ils passent un bon week-end, c'est beaucoup moins cher que d'aller dans d'autres stades en région parisienne, et ça coûtera le même prix en fait que de faire un week-end avec toute la famille. Et la tendance post-Covid, c'est business, family and leisure, et là on répond aux 3. Alors peut-être pas le business, sauf si c'est en hospitalité, mais en tout cas on en répond au moins aux 2. Donc la famille est devenue très importante dans nos loisirs. Il faut qu'on arrive à aussi hybrider ça, et ça c'est essentiel. Alain Guibaudot. Répondre aux 3 à 3, c'est pas mal. Hein.
Non, mais là, ce que tu viens d'illustrer est tout à fait juste. Hein. Pour moi, aujourd'hui, il y a le côté cross-industrie. Vous pouvez passer dans une galerie marchande commerciale et commencer à vivre cette expérience parce qu'il y a un parcours client et puis tu peux créer d'autres univers autour de ton stade, des festivals de musique, des univers qui vont créer de l'engagement pour ton club. Et c'est là où on prend toute une notion de divertissement. Le divertissement, il est global et c'est une expérience qui va durer une journée ou un week-end. Finalement, c'est aussi, ça s'inscrit dans les stratégies touristiques. On a beaucoup favorisé le tourisme domestique, donc le tourisme en France, parce qu'on n'a pas pu voyager pendant longtemps. Donc finalement, le sport est aussi un élément touristique, même si... Ah bah oui, là, si on prend les Jeux Olympiques, il y aura quoi, 15 millions de tickets qui seront vendus. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont venir de France, d'Europe, du monde entier, qui vont voyager avec leur famille. Voilà, effectivement, du coup, il y a des olympiades culturelles, parce que tout le monde n'aime pas forcément aller à un sport. Le reste de la famille peut... Donc c'est une façon extraordinaire de valoriser finalement le patrimoine à la fois territorial, comme disait Aymeric, mais culturel aussi, quoi. Donc bien sûr que c'est tout ça. Et la France, là-dessus, est un pays qui a énormément d'atouts et qui doit exploiter cette richesse territoriale. Quand on va à Marseille, à Bordeaux, à Lille, enfin partout, en Bretagne, enfin c'est toujours des sites extraordinaires. À Troyes, voilà, on a une richesse de la géographie. Pour la Coupe du Monde de ski aussi, ça va être un écrin extraordinaire, ça arrive bientôt, hein, cet magnifique événement. Et puis voilà, toute cette culture, cette gastronomie, ouais, c'est bien sûr, c'est tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi penser à l'après Jeux Olympiques. Et il y a les grands événements, mais il y a le day-to-day. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends la Ligue 1 ou les clubs de basket ou les clubs de hand. Ce sont des outils de promotion du territoire. Et ils drive en fait. Je veux dire, 19 matchs à 3 avec 15 ou 20 000 personnes. Quand la ville, elle fait 70 000 personnes, c'est énorme. Et ça amène du business pour le coup. Et ça amène du business. Mais si demain, on s'associe avec la ville, avec les comités du département touristique, etc., on offre quelque chose qui va venir nourrir notre métier. Et en fait, le métier du divertissement, il se rapproche. La question, c'est comment l'entertainment et le tourisme peuvent travailler ensemble. Et c'est ça l'intérêt. Parce que demain, quand on va transformer toutes les personnes qui ont travaillé sur les Jeux Olympiques, le tourisme est important. Et le tourisme, ce n'est pas uniquement le tourisme de masse à Paris, à la Tour Eiffel, c'est le tourisme, allons découvrir la France, allons découvrir ce qui s'y fait. Et je pense que c'est aussi dans les tendances, de se dire, redécouvrons notre beau pays qui est la France. Et je pense que c'est vraiment un très beau pays. Moi, avant de venir à Troyes, je ne connaissais pas. J'avais été au magasin d'usine et un entretien pour une université. Mais j'y suis et je me suis installé au bout de 6 mois, j'en suis très heureux et je découvre ça tous les jours. Ensuite, on se balade dans 19 villes et à chaque fois, on découvre des choses sensationnelles. Et c'est ça, en fait, peut-être que les clubs de foot doivent se dire, oui, peut-être qu'on va mettre moi, je vais mettre sur un 3 Marseille, il y aura des Marseillais dans mon stade et je l'assume. Par contre, je suis très content qu'ils découvrent ma ville parce que peut-être qu'ils vont revenir. Peut-être que derrière, comme le développement économique de la ville, on a des problèmes de recrutement potentiellement, ils vont se dire, tiens, c'est bien, peut-être qu'un jour, je viendrai m'y installer. Ouais, tu vas créer de l'engagement. Et moi, il y a un sujet sur lequel je voudrais mettre aussi l'accent, c'est que cette notion de divertissement et de créer justement un mixte entre le sport et le divertissement, pour moi, aujourd'hui, il y a 2 exemples qui sont probants dans le sport français. Je vais vous citer un exemple dans le rugby, un exemple dans le football. Vous savez, Jackie Lorenzetti, qui a créé sa Paris Défense Arena, qui dit avant tout, c'est un lieu d'entertainment avant d'être un lieu de sport. Et là, il a son club, le Racing, qui met dedans. Donc là, ça prend toute sa mesure. Et vous avez un Jean-Michel Aulas avec OL Land qui est en train de créer une espèce de parc d'attractions autour de son club. Et aujourd'hui, les clubs qui ont cette démarche-là ont une démarche structurante à la fois pour le territoire, mais aussi pour leur compte de résultats et leur dialogue avec les banques, parce qu'ils créent des actifs. Ils créent de la valeur. Et ils créent de la valeur. Et la plupart des grands clubs aujourd'hui, Manchester City en Angleterre, ils ont tout un complexe et ils sont propriétaires d'hôtels, d'immobilier autour de leur stade. Le Bayern Munich a la même chose. Aujourd'hui, un stade, un club doit être propriétaire de ses infrastructures et générer d'autres business en achetant de l'immobilier, du patrimoine, et sera d'autant plus fort dans sa négociation avec les banques. Alors on évoque un petit peu l'avenir, mais il y a un sujet aussi qui a été évoqué avec vous, c'est sur le sujet de l'innovation. Donc il y a la 5G aujourd'hui qui permet de vivre des expériences dans les stades, mais il y a le métaverse. Est-ce que ça peut être aussi quelque chose, un élément pour attirer, alors
On ne dit pas qu'il faut que tout soit digital et qu'effectivement, il faut aussi une partie à vivre en vrai. Mais le métaverse, est-ce que ça peut être un axe de développement? Alors moi, oui, absolument. En fait, il y a plein de choses qui permettent finalement d'accroître l'expérience, parce que l'expérience est d'abord physique, hein, c'est cette passion. L'émotion. Et en fait, la partie digitale est complémentaire. Premier exemple, c'est qu'effectivement maintenant, on a testé ça sur des matchs de handball avec France Télévisions, c'est mettre des caméras 360. En fait, vous pouvez vous connecter sur la caméra que vous voulez, puis zoomer en 360. Donc vous avez des angles de vue que vous n'avez pas forcément, soit comme spectateur, soit en fait à la télévision. Ensuite, il y a le e-sport quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, je pense que c'est aussi toute une nouvelle génération de gens qui ont 20 ans, qui ont une approche du sport très différente, qui viennent quand même physiquement. Et c'est aussi, le e-sport, c'est finalement le croisement du monde réel et du monde digital. Ça, je trouve ça fantastique. C'est des gens hyper dynamiques. Et puis, effectivement, il y a aussi le métaverse, qui est une façon de visiter de façon virtuelle un événement. Mais quelque part, il faut qu'il y ait des passerelles avec le monde réel. Donc, nous, on est en train de créer ça pour le Tour de France, pour d'autres événements, justement, pour pouvoir finalement complémenter le monde réel avec le monde digital et enrichir cette expérience. C'est comme ça qu'il faut la voir. Si on crée un monde virtuel complètement à part, à mon avis, on aura raté quelque chose. Il faut vraiment que ça soit ancré dans le réel. On va demander à Aymeric Magne. On va demander à Aymeric, il a peut-être... Déjà, je pense que c'est complémentaire. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est essentiel d'entrer dans la métaverse, de le lier au physique. Et c'est essentiel pour aller chercher des nouveaux publics. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend, par exemple, ma fille qui a 14 ans, elle est beaucoup plus sur Roblox qu'au stade. Par contre, peut-être que la première touche qu'elle doit avoir avec les stacks, c'est peut-être se dire, en le découvrant sur Roblox, pour ensuite l'amener en physique. Et inversement, pour les autres publics, on va créer des nouvelles expériences. Là, on a lancé notre nouveau maillot pour la première fois sur Roblox. La découverte du maillot était faite sur Roblox. Donc en fait, l'idée, c'était quoi? C'était que certaines générations qui ne viennent pas, ils vont, et Roblox, c'est un utilisateur qui se déplace et qui découvre les choses. Et pour les autres, on a créé une nouvelle expérience. Et en fait, on fait des parallèles. Mais une fois de plus, c'est complémentaire. C'est totalement complémentaire. Il faut les deux. L'un va se nourrir de l'autre. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Et clairement, ça va nous permettre d'aller chercher ces générations qui ne sont pas faciles à aller chercher. Les nouvelles générations on va dire de 12 à 22, c'est celles-là qu'il faut ramener dans les stades, qu'il faut ramener en physique, qui ont été habituées à être beaucoup plus digitales et pas venir. Mais une fois qu'on met le pied dans l'expérience physique, je peux vous dire que l'émotion est tellement forte qu'ils reviendront. Ils reviendront une fois. Il y a un autre sujet alors, du coup, qui est lié, qui plante le sport vraiment dans le côté très, très physique, c'est que les centres commerciaux, eux aussi, viennent vers le divertissement avec plein d'expériences et ils viennent aussi à y mettre des tournois de sport, alors du beach volley quand ça s'y prête ou autre chose. Finalement, ça vous ouvre aussi encore plus d'autres portes de centres commerciaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a un club de foot ou un club de basket ou un club de rugby? Alors là, c'est une question qui me concerne un peu moins parce que c'est plutôt lié à un parcours de clients qui va jusqu'au stade. Mais oui, alors effectivement, il y a des choses qui sont développées dans les centres commerciaux qui participent au développement et de ce divertissement. Mais je vous passe la balle, les enfants. Ouais, ça peut être aussi découvrir des vocations. Il y a peut-être des jeunes enfants qui n'ont pas forcément l'occasion, je peux découvrir du tennis en vrai, et qui vont peut-être découvrir du tennis virtuel et s'y mettre. Dans le domaine de la voile, vous avez compris que j'aime bien ça. En fait, il y a des virtual regatta, il y a des gens qui sont entrés à la voile par virtual regatta. Ouais. Au Vendée Globe, il y avait plus d'1 million de personnes. Il y a eu même des vrais régatiers, etc. Il y a des gens qui sont venus après à la vraie voile. Donc voilà, donc ça peut aussi être un moyen dans les centres commerciaux, un moyen assez populaire de driver des futurs champions de je ne sais pas quel sport en France, voilà par exemple. Alors moi je le prendrai à l'inverse, je suis désolé mais en fait c'est que déjà on est en retard en France, c'est-à-dire que les centres commerciaux dans les pays en voie de développement, Brésil ou Asie, ça fait déjà très très longtemps qu'ils font de l'événementiel, parce que l'objectif d'un centre commercial c'est de driver du monde. Et pour driver du monde, il y aura une reason to come. Je suis désolé c'est en anglais mais en fait c'est comme ça que ça se passe. La bonne raison de venir, oui. La bonne raison de venir, et en fait pour la bonne raison de venir, aujourd'hui il y a le e-shop et les centres commerciaux c'est pas leur business. Donc il faut forcer les gens à venir. Et pour forcer les gens à venir, il faut de l'événementiel. Il faut créer de l'expérience. Il faut créer de l'expérience. Je vous donne un exemple. Donc moi, j'étais au Brésil avant. En 2015, on a créé le Just Dance Tour. Notre client principal, c'était les centres commerciaux. On a généré sur cet événement 200 000 personnes. Et parce que les gens sont venus dans les centres commerciaux pour participer à ce concours et participer à cet événement. Et ça, demain, en fait, c'est aussi les centres commerciaux, ils vont vouloir. Alors la question, c'est est-ce qu'ils vont être concurrents des enceintes sportives ou est-ce qu'ils vont être partenaires? Et quand on parle de 3, je reprends ma carte sur Glen, en fait, pour moi, ils sont beaucoup plus gros que moi, ils font 4 millions de personnes. Moi, j'en fais 250 000. Donc, en fait, je vais travailler avec eux pour que leur parcours client, il passe par chez moi.
et inversement. Donc on va être une raison de venir pour les gens de McArthur Glen, on les fera passer par chez eux, ils seront contents, et nous aussi. C'est ça demain, à mon sens, le challenge, et c'est là au-dessus où l'événementiel, il y a une opportunité business pour créer des choses dans les centres commerciaux. Et donc, pour aller chercher, pour transformer les personnes qui sont dans les JO. Et Alain aura pas mal de boulot avec ses futurs clients, les centres commerciaux. Ouais, c'est pas mal ça. Justement, pour revenir à un point, le lien peut être avec le métavers. Rapidement, Ouais, très rapidement, le lien peut être avec le métavers, parce que justement, autant physiquement, ça peut être un peu compliqué d'aller installer effectivement un centre commercial, mais dans le métavers, on peut y aller directement. Et en fait, toutes les anciennes de distribution sont très intéressées, voire passionnées pour être dans le métavers. Donc, c'est peut-être la meilleure façon de faire le lien. Voilà. Donc on a bien compris que le sport est bien plus qu'un simple divertissement. Merci à tous les trois pour ce passionnant débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.